Ma sœur a dévoilé devant 200 invités que j'étais soi-disant obsédée par son mari, et sa réaction l'a littéralement anéantie. Valérie et moi, on n'a jamais vraiment été proches en grandissant. C'était elle la préférée, la jolie, celle qui avait droit à la chambre la plus spacieuse et ensoleillée, alors que moi, j'étais simplement Rhys, la petite dernière dans son ombre. À 22 ans, j'ai plié bagage pour un boulot à 3 états de là, et franchement, cette distance a fait plus pour améliorer notre relation que tout le reste. Petit à petit, on s'est mise à échanger des messages, à vraiment discuter. Et pour la première fois, j'ai cru qu'on pouvait enfin devenir des sœurs complices. C'est justement à ce moment que Valérie a rencontré Drew. Drew, c'était ce mec avec qui j'avais eu 2 rendez-vous catastrophiques à la fac. On s'était bien rendu compte qu'entre nous, il n'y avait pas la moindre étincelle, et chacun était passé à autre chose sans se retourner. Le jour où Valérie m'a annoncé qu'elle sortait avec un certain Drew avant de m'en montrer la photo, j'ai franchement éclaté de rire en lui rappelant notre minuscule histoire. Elle, au téléphone, soudain silencieuse. J'ai essayé de la rassurer, en lui expliquant que c'était insignifiant et que ce type m'était quasiment sorti de la tête, et elle a fait mine d'accepter. 8 mois plus tard, voilà qu'ils se fiancent, et Valérie me demande d'être sa demoiselle d'honneur. J'étais émue, je me suis organisée pour revenir à chaque événement, j'ai flambé des fortunes pour son enterrement de vie de jeune fille, et j'ai tout fait de bon cœur, persuadée que, ça y est, on était enfin devenues les sœurs que j'avais toujours imaginées. 1 mois avant la cérémonie, Valérie m'appelle en larmes. L'une de ses demoiselles d'honneur doit se désister pour raison familiale, ça casse le tableau, et Valérie me supplie de demander à ma meilleure amie Cora de la remplacer à la dernière minute. Cora accepte sans hésiter, c'est tout elle, et Valérie a l'air tellement soulagée. Elle précise qu'elle veut des robes dans les tons champagne et or, et envoie à Cora le lien exact de la robe qu'elle veut la voir porter. Cora passe commande sur le champ. La semaine du mariage, je rentre chez nos parents. Valérie est à cran, tendue, mais je mets ça sur le compte du stress. Le matin du mariage, toutes les demoiselles d'honneur se retrouvent sur le lieu de la réception pour se préparer. J'arrive avec Cora et instantanément, je sens qu'il y a un souci. Toutes les autres portent une robe bordeaux, sauf Cora qui, en plein milieu, arbore sa robe champagne comme si elle s'était trompée d'événement. Je sens l'angoisse me monter à la gorge. Valérie débarque en peignoir, rayonnante d'une satisfaction à peine voilée. Elle lance un cri dramatique et s'adresse à son autre demoiselle d'honneur, sa coloc de fac qui m'a mystérieusement remplacée à ce poste 2 semaines plus tôt. Je savais que Rhys tenterait un truc. Elle est jalouse de moi et de Drew depuis le premier jour. Je lui demande ce qu'elle raconte. Elle se lance alors, devant tout le monde, et affirme que je suis obsédée par Drew depuis des années, que j'ai tenté plus d'une fois de les séparer, et que, selon elle, j'ai habillé Cora exprès avec la mauvaise robe pour saboter son mariage. Je reste pétrifiée tandis que Cora, imperturbable, sort son téléphone pour montrer à tout le monde les échanges avec Valérie. Le lien de la fameuse robe champagne et le message « C'est parfait. Commande-la vite. » signé Valérie. Un silence glacial s'installe. Valérie, défigurée par la colère, se met à hurler que j'ai sûrement falsifié ce message, que j'ai toujours été jalouse et que je veux sa vie. Sa coloc tente de l'apaiser, mais Valérie la repousse brusquement, pointe un doigt accusateur vers moi en criant que j'ai forcément couché avec Drew et que tout ceci fait partie de mon plan machiavélique. Et là, Drew fait irruption. Il a entendu les cris depuis le couloir où les garçons d'honneur se préparaient. Il fixe Valérie et lui demande ce qui se passe. Elle fond en larmes dans ses bras, répétant que j'essaie de tout détruire, que j'ai toujours été amoureuse de lui. Drew la regarde, puis me regarde, puis revient à elle. Je t'ai dit 100 fois qu'il n'y a jamais rien eu entre Rhys et moi. On s'est vu 2 fois il y a 5 ans. Ça s'est soldé par un flop monumental, et je n'en peux plus que tu remettes ça sur le tapis à tout bout de champ. Il explique à tout le monde que Valérie l'a obligé à me bloquer sur les réseaux sociaux, qu'elle fouille son téléphone chaque semaine à la recherche de messages suspects, et qu'elle a même fini par l'accuser de penser à moi quand ils sont en tête-à-tête. Silence de mort. Valérie éclate en sanglots, répète à voix basse qu'elle l'aime à la folie, qu'elle a juste peur de le perdre. Drew prend du recul. Je ne peux plus continuer comme ça. J'ai ignoré tous les signaux parce que je croyais bêtement que ça s'arrangerait après le mariage. Mais là, ce n'est plus possible. J'en suis désolée, mais je ne peux pas épouser quelqu'un qui n'a aucune confiance en moi. Il s'en va. Valérie s'effondre, inconsolable, tandis que ses amis restent tétanisés, sans comprendre ce qui vient de se passer. Moi, j'attrape Cora, et sans demander notre reste, on s'éclipse. On finit dans un petit resto à avaler des pancakes, moi attifée de ma robe bordeaux, en train de prendre un petit-déj à 10h, le jour où j'aurais dû assister au mariage de ma sœur. Mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer de la journée, messages de mes parents, de Valérie, de la famille entière, tous cherchant à savoir ce qui s'est passé. J'ai coupé mon portable et commandé un 2e café. 3 mois plus tard, maman m'apprend que Valérie a entamé une thérapie. La semaine dernière, elle m'envoie un message pour me proposer un déjeuner. Elle annonce qu'elle a quelque chose d'important à m'avouer à propos de Drew, quelque chose que j'aurais dû savoir depuis le début. J'hésite encore à accepter son invitation. Je relis pour la 10e fois son message, jusqu'à ce que les mots se brouillent sur l'écran. J'ai quelque chose d'important à te dire sur Drew, que tu mériterais de savoir depuis le début. Mon estomac se serre. J'essaie d'imaginer ce qu'elle pourrait bien avoir à révéler aujourd'hui qui changerait vraiment la donne. Drew est parti depuis 3 mois, honnêtement. Je pensais que toute cette histoire était derrière moi. Je pose mon téléphone sur le plan de travail, mais je le reprends à peine une demi-minute plus tard pour relire encore une fois le message. Les mots ne changent pas.
Finalement, je compose le numéro de Cora sans réfléchir davantage. Elle décroche à la deuxième sonnerie et avant même qu'elle ait le temps de dire bonjour, je me lance, je déballe tout, le message de Valérie, mes mains qui tremblent. Et la réaction de Cora ne tarde pas. C'est direct, sans détour, limpide. Surtout, ne va pas voir Valérie toute seule. Ça sent encore le piège ou la manipulation. On a tourné autour du pot pendant 20 minutes sans avancer d'un pouce, à hésiter sur la réponse à donner, jusqu'à ce qu'on tranche enfin. Si j'y vais, Cora m'accompagne pour me soutenir. Je la remercie, je raccroche, et je passe la soirée les yeux rivés à mon téléphone, à essayer de deviner ce que Valérie veut vraiment me dire. La nuit, je dors à peine. Je me réveille toutes les 2 heures pour vérifier si un nouveau message est arrivé. Rien. La journée suivante au travail paraît interminable. Impossible de me concentrer. Je retourne toutes les hypothèses dans ma tête. Le soir, je recontacte Cora, on refait le tour de la question. Elle me rappelle que je ne dois rien à Valérie et que j'ai le droit de la laisser sans réponse et de passer à autre chose. Pourtant, il y a quelque chose dans sa manière d'insister. Tu mérites de savoir depuis le début, qui me travaille, comme si c'était capital. Après 2 jours à me prendre la tête et à m'épuiser avec mes suppositions, je finis par répondre à Valérie. Je lui propose qu'on se voit pour déjeuner, dans un endroit neutre, un café appelé Riverside, à mi-chemin entre chez nos parents et mon appart, en précisant que Cora sera là, et qu'elle fait comme elle veut. J'envoie le message sans me laisser le temps de douter, et aussitôt, j'ai envie de balancer mon portable au bout de la pièce. Moins de 5 minutes plus tard, Valérie répond. Elle accepte sans discuter, sans chercher à marchander, et son message me laisse sur place. L'ancienne Valérie, celle d'avant le fiasco du mariage, aurait tenu à ce qu'on soit en tête-à-tête, juste pour garder la main mise sur la discussion et sur le récit. Qu'elle accepte la présence de Cora d'emblée me met mal à l'aise, mais différemment. Soit elle a vraiment changé, soit elle m'entraîne dans un autre jeu dont j'ignore encore les règles. J'envoie la conversation à Cora, qui me répond juste avec 3 points d'interrogation, clairement autant surprise que moi. On se donne rendez-vous 1 heure avant, chez moi, pour faire la route ensemble. Le matin du rendez-vous, je me lève avec la nausée, incapable d'avaler plus d'une demi-tranche de pain grillé, l'estomac noué. Cora arrive pile à l'heure, capte très vite mon état et me serre aussitôt dans ses bras. Elle me propose d'annuler et de filer illico à la mer, histoire de tout oublier, mais je secoue la tête, j'attrape ma veste. Il faut que j'entende ce que Valérie a à dire, même si ça doit me faire mal encore une fois. Je laisse Cora conduire, mes mains tremblent trop. Elle me parle non-stop pendant tout le trajet, de son boulot, de sa collègue insupportable, de tout sauf de notre rendez-vous qui me tord le ventre. Toutes les 2 ou 3 minutes, elle me rappelle qu'on peut partir quand je veux, que je reste maîtresse de la situation. On se pointe au Riverside Café avec 15 minutes d'avance. On s'installe tout au fond, à une table d'où je peux surveiller la porte. Je commande un café que je ne toucherai pas, Cora, un thé qu'elle laissera refroidir. On reste là, plongé dans un silence tendu, à scruter chaque nouvel arrivant. Quand Valérie arrive, pile à midi, je la reconnais à peine. Elle a perdu au moins 7 kilos depuis le mariage, peut-être plus. Elle a l'air lessivée. Ses traits sont tirés, ses vêtements lui flottent, ses yeux sont cernés malgré le maquillage. Elle nous repère tout de suite, s'approche lentement, comme si elle doutait qu'on allait rester. Elle s'assoit en face de moi, sans rien commander, les mains tremblantes sur la table. Elle ouvre la bouche 2 fois avant d'arriver à parler, et sa voix vacille autant que son regard. Elle s'excuse pour tout ce qui s'est passé au mariage, pour ce qu'elle m'a reproché, pour l'histoire de la robe, pour tout le cauchemar qu'elle m'a fait vivre. Elle explique que sa psy, Madison, l'aide à comprendre qu'elle était rongée par la jalousie, que c'est ce qui a détruit son couple avec Drew et abîmé notre relation à toutes les 2. Je l'écoute, muette, essayant d'intégrer que ma propre sœur assume enfin ce qu'elle m'a fait subir. Valérie poursuit. Elle me raconte que Drew lui avait parlé très tôt, dès leur 2e rencard, de nos 2 rendez-vous à la fac, et qu'à partir de là, elle est devenue complètement parano. Elle avoue qu'elle lui a fait me bloquer sur les réseaux sociaux, qu'elle surveillait sans cesse son téléphone pour voir s'il n'y avait pas de message de ma part, qu'elle l'accusait même de penser à moi dans leurs moments d'intimité. Sa voix se brise en évoquant comment ses soupçons et ses accusations ont fini par pousser Drew à bout. Puis elle m'avoue que l'histoire de la robe n'a rien à voir avec une panique de dernière minute. C'était planifié depuis des semaines. Son idée, c'était de prouver à tout le monde, surtout à Drew, que j'essayais de lui saboter son mariage. Elle pensait qu'en me faisant passer pour la méchante devant tout le monde, Drew finirait par croire que j'étais la source de leurs problèmes, pas sa jalousie à elle. Elle était persuadée qu'en me ridiculisant, tout s'arrangerait entre eux. Et là, Valérie éclate en larmes, de vraies larmes qui inondent ses joues, et sous la table, Cora me serre la main à m'en briser les os. J'inspire profondément, et je pose la question qui me brûle les lèvres depuis son tout premier message. Pourquoi elle me raconte tout ça maintenant? Et surtout, c'est quoi ce fameux secret à propos de Drew? Parce qu'à part ce qu'elle m'a déjà dit, je ne découvre rien. Valérie prend une grande respiration, s'essuie les yeux avec une serviette déjà en lambeaux, et m'explique que Drew avait plusieurs fois tenté de me proposer qu'on passe du temps tous les 3, pour montrer que tout allait bien, qu'il n'y avait aucune ambiguïté, rassurer Valérie sur notre relation. Mais à chaque fois, elle refusait catégoriquement, persuadée qu'il cherchait à me séduire. Je passais des heures à lui crier dessus dès qu'il évoquait ça, en l'accusant de vouloir m'humilier en flirtant devant moi. Drew essayait tant bien que mal de lui expliquer qu'il n'avait jamais eu ce genre de relation, qu'il voulait seulement lui montrer que tout était purement amical entre lui et moi. Mais elle n'en démordait pas. Sa jalousie était telle que rien que l'évocation de mon prénom la mettait hors d'elle.
Valérie s'agite sur sa chaise et accélère, comme s'il fallait tout sortir d'un trait avant de perdre courage. Elle m'apprend que Drew avait suggéré une thérapie de couple 6 mois avant le mariage, se disant que seul un professionnel pourrait apaiser ses angoisses. Mais Valérie avait refusé tout net, prétextant que le problème venait de lui, à force de ne pas vouloir comprendre ses sentiments. Je me suis même mis en tête que s'il parlait de thérapie, c'était pour préparer le terrain et pouvoir me quitter pour toi sans culpabiliser. Avec le recul, elle reconnaît que c'était absurde. Mais sur le moment, tout lui paraissait évident, logique. Drew tentait de lui faire entendre que cette démarche pouvait leur être bénéfique à tous les deux, sans juger ni accuser, mais elle coupait court à chaque tentative de discussion. La serveuse vient discrètement remplir nos verres d'eau. Valérie attend qu'elle ait tourné les talons pour continuer. Elle me fixe alors droit dans les yeux et lâche. Ce qu'elle voulait absolument que je sache, c'est que Drew n'a jamais ressenti la moindre attirance pour moi, pas une once. Elle raconte que sa thérapeute lui a ouvert les yeux, lui faisant comprendre qu'elle avait tout inventé, sans le moindre fondement. Drew ne m'a jamais regardé différemment. Il ne parlait jamais de moi à part quand elle abordait le sujet. Il n'a jamais rien fait qui puisse laisser croire qu'il ressentait quoi que ce soit pour moi. Elle s'était bâtie tout un scénario où j'étais follement amoureuse de lui, où lui non plus n'attendait que moi, et elle seule percevait la vérité. Je reste pétrifiée, complètement sonnée, parce que je m'attendais à un véritable secret, une révélation fracassante. Je croyais que Drew avait avoué quelque chose, ou qu'il s'était passé un truc important dans mon dos. En vérité, elle ne fait que répéter ce que tout le monde savait déjà, ce qui était évident à ce mariage. Je lui rappelle que j'aurais pu lui confirmer tout ça moi-même. J'étais présente à ces fameux cafés, où on parlait à peine de nos devoirs d'éco, et où j'avais tout de suite compris qu'on n'avait rien à se dire. Je lui fais remarquer que je ne me souvenais même plus de Drew avant qu'elle ne me montre sa photo, qu'il m'a fallu un instant pour raccrocher les wagons. Valérie acquiesce et reconnaît qu'elle s'en rend compte maintenant. Mais pendant des années, elle s'est accrochée à ce fantasme absurde selon lequel j'étais secrètement amoureuse de Drew, et que je complotais pour lui ravir. Elle avoue qu'elle a même fini par croire que j'avais déménagé à l'autre bout du pays, juste pour que Drew réalise mon absence. Pour elle, mon ambitieux projet pro et mon envie de prendre mon envol personnel comptaient là pour du beurre. Tout, dans son esprit, s'inscrivait dans un plan tordu visant à faire comprendre à Drew que c'était moi la femme de sa vie. Elle a passé des nuits entières à imaginer des situations où soudain, Drew se rappelait de nos cafés et comprenait que j'étais son âme sœur. Elle explique que sa thérapeute l'a aidée à réaliser qu'elle projetait ses propres peurs sur nous deux, qu'elle s'était inventé un conte où il lui fallait un méchant pour ne pas avoir à regarder en face son angoisse de ne pas être assez bien. Cora finit par s'interposer, sa voix tranchante, ce qui ne lui ressemble pas. Elle demande à Valérie pourquoi elle a remplacé Kira comme demoiselle d'honneur si peu de temps avant le mariage. Je réalise soudain que j'avais occulté ce détail tout comme tant d'autres. Valérie baisse les yeux, rouge de honte, et avoue qu'elle avait peur que Kira prenne ma défense le jour où elle s'apprêtait à saboter ma robe. Comme Kira nous connaissait toutes les deux depuis la fac, Valérie redoutait qu'elle gâche tout en prenant mon parti. Elle a donc inventé un prétexte pour la rétrograder en simple demoiselle d'honneur, soi-disant pour s'entourer de personnes plus en phase avec ses idées. Kira a été blessée, décontenancée, mais elle a accepté, juste pour ne pas semer la pagaille avant le jour J. Je sens la colère me submerger, comme si on versait de l'eau bouillante dans mes veines. Ce n'était pas le coup de folie d'une journée de stress, ni de la paranoïa spontanée. Valérie avait tout planifié, jusque dans les moindres détails, longtemps à l'avance. Le choix des couleurs, la logistique savamment orchestrée avec Cora, chaque geste était réfléchi pour s'assurer que, ce jour-là, personne ne vienne à mon secours lorsqu'elle lancerait ses accusations. Tout était programmé pour me désigner comme la coupable dans l'histoire qu'elle se racontait. Je repense à tous ces appels où elle me remerciait de l'aider pour le mariage, où elle se réjouissait qu'on se rapproche comme des sœurs. Rien n'était vrai. Elle me manipulait pendant qu'elle ourdissait son piège dans mon dos. Valérie cherche à attraper ma main mais je la retire aussitôt. Elle se met à pleurer, des larmes incontrôlables. Elle me dit qu'elle comprend si je ne lui pardonne jamais, qu'à ma place elle n'y arriverait pas non plus, mais qu'elle avait besoin que je sache jusqu'où elle avait pu aller dans ses délires. Elle explique que sa thérapeute, Madison, l'aide à vraiment prendre conscience du mal qu'elle a fait, à ne pas simplement dire pardon comme si cela suffisait. Elle sait qu'elle a démoli ce qui nous liait, entre elle, Drew et moi, et tout ça à cause de ses propres problèmes, qui n'existaient nulle part ailleurs que dans sa tête. Je lui demande si elle a eu des nouvelles de Drew depuis le mariage. Ma voix est glacée, et je le sens moi-même. Valérie secoue la tête, des larmes tombant sans bruit sur la nappe. Elle ajoute que Drew l'a bloqué le jour où il a claqué la porte, et qu'elle a appris par un ami commun qu'il était parti vivre dans une autre ville environ 1 mois plus tard. Elle ne lui en veut pas, assure-t-elle. Elle comprend pourquoi il ne veut plus entendre parler d'elle. Elle avoue qu'elle l'a fait souffrir pendant toute leur histoire. Elle l'accusait à tort et à travers, surveillait ses fréquentations, fouillait son téléphone comme une détective en quête de preuves, alors qu'il n'y avait strictement rien à trouver. Elle reconnaît que partir le jour du mariage restera sans doute la meilleure décision que Drew ait prise, même si sur le moment, ça l'a complètement anéanti. Cora pose enfin la question qui me brûlait les lèvres. Elle veut savoir si Valérie a présenté ses excuses à Drew pour tout ce qu'elle lui a fait vivre. Valérie s'essuie le visage avec sa manche et hoche la tête, lentement. Elle explique qu'elle lui a écrit une lettre par l'intermédiaire de sa thérapeute, il y a environ 1 mois. Madison l'a aidée à formuler un message qui reconnaissait ses torts, sans chercher d'excuses et sans rien attendre en retour. Elle l'a envoyé à la nouvelle adresse de Drew, mais ignore totalement s'il l'a lu. Elle dit qu'elle espère que oui, parce qu'il mérite au moins de savoir qu'il n'y est pour rien, qu'il
qu'il n'a rien à se reprocher, mais elle ne souhaite ni n'attend aucune réponse. Elle voulait simplement qu'il sache qu'elle a enfin pris conscience de tout ce qu'elle lui avait fait subir. Je pousse ma chaise pour me lever, les jambes tremblantes après cette confession. Je lui dis que j'ai besoin de temps pour encaisser tout ce que je viens d'entendre, que je ne suis pas prête à lui pardonner, ni à envisager de reconstruire quoi que ce soit entre nous. Ces mots sortent de façon monotone, vidés de toute énergie, parce que je les retiens depuis plus d'une heure pendant qu'elle me parlait de ses progrès en thérapie, en pleurant. Valérie opine, s'essuie le visage avec une serviette déjà détrempée. Elle dit qu'elle s'y attendait, mais qu'elle garde l'espoir qu'un jour, je serai prête à essayer. Sa voix se brise à ce moment-là, et même si une partie de moi a envie de la réconforter, une autre, plus forte, se souvient du jour où, dans la suite nuptiale, elle m'a publiquement accusée de coucher avec Drew. Cora se lève à son tour et pose la main sur mon épaule, silencieuse mais présente, pour m'indiquer qu'il est temps d'y aller. Alors que nous nous préparons à partir, Valérie tient à préciser qu'elle a aussi présenté ses excuses à Cora pour l'histoire de la mauvaise robe. Elle la regarde avec des yeux rougis et gonflés, lui disant qu'elle sait que ça ne change rien, mais qu'elle voulait qu'elle sache qu'elle regrette sincèrement. Cora accepte les excuses, mais répond qu'il faudra autre chose qu'un simple pardon pour penser tout ce qu'elle nous a fait à toutes les deux. Son ton reste courtois, mais froid, et je me sens soulagée de l'avoir à mes côtés, incapable d'affronter toute cette histoire toute seule. Nous quittons le café sous un soleil d'après-midi éclatant, presque déplacé tant la lourdeur de ce que nous portons contraste avec la lumière dehors. Sur le chemin du retour, Cora et moi restons muettes pendant 20 minutes. Puis d'un coup, je craque et me mets à pleurer à chaudes larmes, incapable de m'arrêter. Les sanglots me secouent entièrement, incontrôlables comme une vague. Cora gare la voiture sur le parking d'une station-service et reste à côté de moi pendant que je pleure, la tête enfouie dans les mains. Incapable de dire si je pleure de colère, de soulagement ou de tristesse pour cette relation de sœur que je croyais enfin en train de naître, je sens que tout se mélange, sans que j'arrive à y mettre un nom. Cora ne cherche pas à interrompre ou à relativiser. Elle me tend simplement des mouchoirs du vide-poche et attend patiemment que je retrouve mon calme. Quand j'arrive enfin à m'apaiser et à parler, je lui confie que je ne sais absolument pas quoi penser de tout ça. Découvrir que Valérie avait tout orchestré, qu'elle a soigneusement monté ce coup de la robe pour m'humilier devant tout le monde, rend la douleur encore plus vive. Cora me dit « Il n'y a pas d'urgence, on n'a rien à régler ce soir. On peut juste rentrer à la maison, regarder des séries débiles et manger de la glace. » Je trouve l'idée parfaite, je hoche la tête, et elle prend la route du retour. Le soir même, maman m'appelle pour savoir comment s'est passé le déjeuner, parce que Valérie lui a raconté que nous nous étions vus. Je lui résume vite fait, affalée sur mon canapé avec un pot de glace au chocolat. Maman écoute sans m'interrompre, puis pousse un long soupir à la fin de mon récit. Elle finit par m'avouer qu'avec papa, il s'inquiète pour la santé mentale de Valérie depuis des années, mais qu'ils n'ont jamais su comment aborder les choses. Je suis surprise, car jamais mes parents n'en ont parlé quand j'étais enfant. Maman explique qu'ils ont remarqué certaines attitudes, mais qu'ils espéraient qu'elles finiraient par s'atténuer, ce qui n'est finalement jamais arrivé. Je lui demande de quoi elle veut parler, et il y a un silence avant qu'elle poursuive. Maman me révèle que déjà au lycée, Valérie montrait une jalousie maladive envers son petit ami de l'époque, suspectant tout le temps ses copines de vouloir lui voler, l'appelant sans arrêt pour savoir où il était, avec qui. Ils avaient espéré qu'elle finirait par évoluer, mais force est de constater que le problème était bien plus profond. Je reste là, téléphone en main, à me demander comment j'ai pu passer à côté de tout ça. Maman précise qu'il ne voulait pas coller d'étiquette à Valérie ni la blesser, alors il s'était simplement contenté de conseiller à son copain de faire preuve de patience. Au final, il a fini par la quitter malgré tout, la jalousie étant devenue invivable. J'avoue à maman que j'aurais aimé que quelqu'un mette Drew en garde avant qu'il ne s'engage. À ce moment-là, elle baisse un peu la voix et me confie qu'ils y ont pensé, mais qu'ils ne voulaient pas se mêler de la vie de Valérie. J'entends à son ton qu'elle culpabilise, comprenant qu'ils auraient peut-être dû agir différemment. Nous échangeons encore un quart d'heure avant que je ne lui dise que je dois y aller. Je raccroche. Reste un moment, assise dans le noir, à repenser à toutes ces personnes qui avaient vu les signes et n'ont rien dit. 2 semaines après ce déjeuner, je reçois un message de Blake Goodman, le meilleur ami de Drew au mariage. Son nom ne m'est pas inconnu, je me souviens vaguement de lui parmi les témoins ce matin-là. Il me demande si on peut échanger, car Drew aimerait me contacter, mais n'est pas sûr que ce soit approprié. Ma première réaction est de trouver ça bizarre, puis je me rappelle que Drew aussi a traversé tout ça. Je réponds que oui, on peut se voir. Blake propose un café le lendemain, près de chez moi. J'accepte, curieuse de découvrir ce que Drew cherche à me dire. Le lendemain après-midi, j'entre dans un petit café. Blake est déjà installé à une table au fond. Il est grand, les cheveux foncés, des cernes sous les yeux comme s'il ne dormait plus vraiment. On se serre la main, puis je m'installe en face de lui. Blake m'explique que Drew a été bouleversé par les accusations de Valérie dont j'ai fait les frais et qu'il aurait vraiment voulu me soutenir davantage ce jour-là. Selon lui, Drew ressasse la scène depuis des mois et ne parvient pas à passer à autre chose. Je dis à Blake, Drew n'a pas à s'excuser auprès de moi. Il traversait une crise sérieuse à ce moment-là. Blake acquiesce, mais insiste. Drew voulait vraiment que je comprenne à quel point il regrette la tournure des événements. Il sort son téléphone pour me montrer un message de Drew où il me dit la même chose. Blake ajoute que, la semaine précédente, Drew avait sérieusement envisagé d'annuler le mariage, mais que ses parents l'avaient convaincu de tenter encore une fois, en lui répétant que tous les couples ont parfois des hauts et des bas, et que le mariage mettrait fin à leurs soucis.
Drew savait bien que c'était une illusion, mais il aimait Valérie et s'accrochait à l'idée qu'elle finirait par changer. Aujourd'hui, il regrette de ne pas avoir écouté son intuition et d'être resté aussi longtemps. Selon lui, s'il avait mis un terme à leur histoire à temps, à l'abri des rumeurs, je n'aurais jamais eu à subir toute cette histoire. J'apprécie que Drew se soucie de moi, mais j'explique à Blake. Valérie aurait sans doute trouvé une autre façon de m'en faire porter le chapeau. À vrai dire, ses problèmes ne concernaient ni Drew ni moi. Tout ça, c'était dans sa tête. Je demande à Blake si Drew savait pour la robe, et il me répond « Pas du tout ». Quand Drew a découvert la scène et entendu ce que Valérie racontait à mon sujet, il a été réellement sous le choc. Blake affirme qu'au départ, Drew a cru à un simple malentendu jusqu'à ce qu'il voit ce petit sourire satisfait sur le visage de Valérie, juste avant qu'elle ne me fasse porter le blâme. C'est là qu'il a compris à quel point la situation avait dégénéré. Blake se penche en arrière et me dit « Drew a passé toute la matinée à tourner dans sa tête la meilleure façon de lui parler encore une fois de ce qui n'allait pas dans leur couple. Il n'aurait jamais imaginé se retrouver mêlé à une histoire aussi tordue. Je le crois. Ce matin-là, sur le visage de Drew, il n'y avait rien d'autre que de la sidération et de la peur. Blake me donne alors le nouveau numéro de Drew, en précisant qu'il aimerait s'excuser lui-même si j'en ai envie. Il me griffonne le numéro sur une serviette et la fait glisser vers moi. Je la prends, mais je confie à Blake. Une partie de moi voudrait bien lui parler pour mettre les choses à plat, mais en même temps, je me dis qu'il vaut peut-être mieux tourner la page. Blake comprend tout à fait et me conseille de ne pas me presser. On termine nos cafés tranquillement et la conversation bifurque sur d'autres sujets. L'ambiance se détend. Ça fait du bien de parler d'autre chose que de mariage ou de conflits familiaux. En sortant du café, Blake me serre rapidement dans ses bras et lance « J'espère que tu tiens le coup ». Je lui réponds « J'y travaille ». Sans doute ce que j'ai dit de plus honnête depuis longtemps. Les semaines suivantes, je m'engloutis dans le travail, enchaînant les projets pour éviter de trop réfléchir. Cora ne cesse de prendre de mes nouvelles et, un vendredi, elle débarque chez moi avec 2 sacs déjà bouclés en s'exclamant « Ce week-end, on part à la mer ». Je ne proteste même pas. Elle a raison, j'ai vraiment besoin de souffler. 3 heures plus tard, on se retrouve dans une petite ville au bord de la mer, dans un motel un peu miteux qui sent l'iode et le renfermé. Le samedi, on passe des heures à marcher sur la plage. Cora me laisse vider mon sac, m'écoute sans jamais intervenir ou chercher à me remonter le moral automatiquement. Je lui dis combien ça me paraît bizarre que la dépression de ma sœur soit devenue l'événement déterminant de mon année, à quel point je suis furieuse contre Valérie et en même temps triste pour elle, et que je doute de pouvoir lui refaire confiance un jour, même si elle va mieux. Cora m'écoute, hoche la tête de temps en temps et balance quelques coquillages dans les vagues. Le dimanche matin, on s'assoit sur le sable à grignoter des donuts devant le lever du soleil et, pour la première fois depuis des semaines, je sens enfin un poids se lever. Quand on rentre ce dimanche après-midi, j'ai vraiment l'impression que je pourrais avancer, et plus seulement survivre. La semaine suivante, je suis assise à mon bureau, à fixer le numéro de Drew que Blake m'a donné. J'ai soulevé mon téléphone au moins 10 fois sans jamais oser franchir le pas, incapable de savoir ce que je voudrais lui dire. Mais je repense au fait qu'il a quitté ce mariage, qu'il s'est débattu avec tout ça autrement lui aussi. Et peut-être qu'on mérite, lui comme moi, de mettre les choses à plat. Je finis par lui envoyer un message. Je lui dis simplement que c'est moi, et je lui demande s'il voudrait qu'on discute un de ces jours. Il me répond dans l'heure, accepte, et me redonne son numéro parce qu'il a dû en changer après tout ce qui s'est passé. On fixe un créneau pour le jeudi soir, et les 3 jours suivants, je suis nerveuse rien qu'à l'idée de devoir parler à quelqu'un que je connais à peine. Je songe à annuler au moins 5 fois avant l'heure, mais à 19h, je compose son numéro et il décroche à la 2e sonnerie. Les premières minutes sont tellement gênantes que j'envisage sérieusement de simuler un problème de réseau pour accrocher. Mais Drew finit par lâcher qu'il voulait me présenter ses excuses depuis des mois, et d'un coup, tout devient un peu plus simple. Il m'avoue qu'il culpabilise énormément de m'avoir laissé seule face à Valérie, qu'il aurait dû davantage me défendre au lieu de rester centré sur ses propres problèmes. Sa voix trahit une vraie sincérité, et tout à coup, je me sens un peu moins isolée. Drew commence à m'expliquer combien il a fermé les yeux sur les signes, parce qu'à côté, Valérie semblait parfaite, attentive, drôle, présente. Il s'est persuadé que sa jalousie n'était qu'une fêlure qui disparaîtrait après le mariage, une fois qu'elle se sentirait rassurée. Il pensait qu'en lui prouvant assez souvent sa loyauté, en m'évinçant de ses réseaux sociaux comme elle l'exigeait, en lui laissant son téléphone, elle finirait par lui accorder sa confiance. Aujourd'hui, il admet s'être trompé de croire que le mariage résoudrait tout et regrette de ne pas avoir compris plus tôt le schéma toxique dans lequel il était pris. Je l'écoute évoquer toutes ces fois où il devait la rassurer sans cesse dès qu'il sortait voir des amis, comment il évitait ses collègues féminines parce que ça la contrariait, ou encore le jour où elle l'a accusé de penser à moi pendant leurs moments intimes et où il s'est efforcé de la convaincre du contraire, sans prendre conscience de la toxicité de la situation. Il a l'air complètement vidé rien qu'en racontant tout ça, et je commence à réaliser qu'il se noyait déjà dans cette relation bien avant même le mariage. Je lui assure qu'il n'a pas à s'excuser, qu'il traversait lui-même une période compliquée ce matin-là, et que je ne lui en veux pas du tout pour sa réaction. Je lui confie que j'ai juste été une victime collatérale dans les dérapages de Valérie, alors que lui, c'était vraiment sur lui qu'elle focalisait toute sa jalousie et son besoin de contrôle. On finit par discuter plus d'1 heure et je me rends compte que c'est quelqu'un de profondément bien, simplement coincé dans une histoire toxique avec une femme qu'il aimait sincèrement. Il me parle de la culpabilité immense qu'il a ressentie en laissant Valérie
effondré par terre, de la colère de ses parents rongés par la honte et de la moitié de leurs amis qui ont pris le parti de Valérie, refusant de croire que la si gentille Valérie pouvait être manipulatrice à ce point. Il a déménagé dans une autre ville 2 mois après le désastre du mariage, incapable de supporter le regard de ceux qui les voyaient encore comme un couple uni. Je me surprends à ressentir une sorte d'élan protecteur envers lui, alors qu'on ne se connaît presque pas, simplement parce que je sais ce que c'est d'être rendu responsable des dérives de Valérie. Drew m'explique qu'il a entamé une thérapie juste après le mariage, qu'il travaille sur ses problèmes de confiance et apprend à déceler les dynamiques toxiques avant que la situation ne dérape. Sa psychologue lui a ouvert les yeux. Il subissait une emprise dont il n'avait même pas conscience, parce que le contrôle de Valérie se cachait derrière des gestes soi-disant bienveillants et des preuves d'amour. Il raconte que quitter le mariage a été la décision la plus dure de sa vie, mais aussi la meilleure. Et dans sa voix, je perçois une vraie assurance, comme s'il avait enfin accepté que partir était son unique option, malgré la souffrance. Il me demande comment je vis tout cela. Je lui dis franchement que j'essaie encore de faire le tri, que je ne sais pas si j'ai envie de retisser un lien avec Valérie ou juste de tourner la page. Drew ne se permet aucun conseil. Il m'écoute vraiment. Et honnêtement, ça fait bien plus de bien que tous les conseils du monde. On termine notre conversation en se promettant de garder contact comme amis, ce qui a de quoi surprendre, vu que c'est l'ex de ma sœur et qu'on a eu 2 rendez-vous catastrophiques il y a des années. Mais au final, tout cela paraît naturel et sincère. C'est même apaisant, cette sensation de parler à quelqu'un qui sait parfaitement ce que c'est que de vivre avec la jalousie maladive de Valérie. Après avoir accroché, je reste un bon moment sur mon canapé à repenser à toute cette histoire, à la manière dont ce fiasco de mariage m'a permis de rapprocher de quelqu'un que je n'aurais jamais connu autrement. Je note son nouveau numéro dans mon téléphone, simplement Drew, sans nom de famille, ni annotation, juste une personne qui comprend. 3 mois passent, et un matin, alors que je prends un café avant d'aller bosser, mon téléphone vibre. Message de Valérie. Elle me demande si je serais d'accord pour la revoir, m'explique qu'elle a fait du chemin en thérapie et qu'elle aimerait me parler de ce qu'elle a compris sur elle-même. Je regarde ce message pendant que mon café refroidit, sans trop savoir ce que j'éprouve à l'idée de la revoir. Une partie de moi a juste envie de couper court et de continuer ma vie sans plus me mêler de ces histoires, mais une autre est curieuse de ce qu'elle aurait enfin à dire. J'envoie un message à Cora pour avoir son avis, et elle me répond que, quoi que je décide, elle sera là pour moi, que le plus important, c'est ce qui me semble juste. 2 jours passent où je pèse le pour et le contre, puis je finis par écrire à Valérie que j'accepte, mais que cette fois je préfère la voir seule, sans Cora. J'ai besoin de savoir si, entre Valérie et moi, un vrai échange est encore possible sans interférence. On se donne donc rendez-vous dans le même café que la dernière fois, et quand j'arrive, je la trouve déjà installée dans un coin. Elle semble différente, beaucoup plus sereine, comme si elle avait enfin retrouvé du sommeil et une vie normale. Ses cheveux sont attachés, elle porte à peine de maquillage, rien à voir avec la Valérie toujours impeccable d'autrefois. Je m'assois en face d'elle, je commande un thé et on échange d'abord quelques banalités assez gênantes sur le boulot et la météo. Puis elle respire profondément avant de m'expliquer qu'on lui a diagnostiqué un trouble obsessionnel compulsif, avec des obsessions portant sur la relation. Elle précise que sa thérapeute Madison lui a permis de comprendre que ses pensées intrusives à propos de moi et de Drew n'étaient pas de la jalousie rationnelle, mais un symptôme du TOC, qui la poussait à s'enfermer dans des peurs d'abandon et de trahison. Aujourd'hui, elle suit un traitement, apprend des outils en thérapie, et elle me dit que c'est comme si le volume de l'anxiété permanente dans sa tête baissait enfin. Valérie commence à m'expliquer que sa jalousie n'avait jamais vraiment à voir avec moi, ou Drew en particulier, mais venait de cette peur d'être abandonnée, qui remonte à notre enfance. Elle me parle de ces comparaisons constantes entre nous, de la pression de devoir être irréprochable pour mériter qu'on l'aime, du sentiment que la moindre erreur lui ferait tout perdre au profit de quelqu'un de mieux, c'est-à-dire moi. Alors elle a essayé de tout contrôler pour éviter ça. En l'écoutant, je réalise qu'alors que moi, j'ai grandi en me sentant transparente à côté d'elle, elle a passé son enfance à trembler à l'idée de tout perdre dès le premier faux pas. Nous avons vécu sous le même toit sans jamais vraiment saisir ce que l'autre endurait. Je prends une grande inspiration et j'avoue à Valérie que moi aussi, il y a des choses que j'aurais aimé lui dire. J'ai toujours eu le sentiment de vivre dans son ombre. Elle a l'air surprise, alors je précise que j'étais la petite sœur, moins jolie, moins brillante, et que je me sentais complètement effacée face à elle. Je vois son visage changer, et elle me confie qu'elle ignorait totalement que je me sentais comme ça. De son côté, elle pensait que tout était tellement plus simple pour moi, parce que je subissais moins de pression. On reste là, à parler longtemps de notre enfance comme jamais auparavant, en prenant la mesure des années passées à se méprendre l'une sur l'autre. Elle me reparle encore de son obsession de tout bien faire, de sa peur de décevoir nos parents, et moi, je lui avoue que j'ai longtemps eu l'impression que rien de ce que je faisais ne comptait vraiment, puisqu'elle avait toujours déjà réussi, et souvent mieux que moi. C'est la première fois qu'on se parle vraiment à cœur ouvert de notre relation de sœur. Au moment de quitter le café, Valérie me demande s'il y a quelque chose, au-delà de simples excuses, qu'elle pourrait faire pour réparer les choses. Je prends le temps d'y réfléchir et finis par lui répondre que le principal, c'est qu'elle continue sa thérapie et prenne soin d'elle, surtout pour elle, mais aussi un peu pour moi. Elle acquiesce et ajoute que grâce à Madison, elle comprend enfin que ses difficultés ne viennent pas seulement de cette histoire de mariage. On sort ensemble sur le parking, on reste là à bavarder de tout et de rien, du boulot, du temps qu'il fait,
comme si on apprenait de nouveau à se côtoyer. Avant de partir, Valérie me propose qu'on essaie doucement de se retrouver, qu'on prenne l'habitude de se voir tous les mois autour d'un café, sans se mentir. J'accepte et je précise qu'il ne s'agit pas de devenir instantanément les meilleurs amis du monde, mais simplement de faire un pas après l'autre. Elle semble vraiment soulagée, me serre brièvement dans ses bras avant de rejoindre sa voiture. Je rentre chez moi avec un sentiment de légèreté que je n'avais plus ressenti depuis bien longtemps, en me disant que, peut-être, il y a encore un espoir pour nous deux. Quelques jours plus tard, à l'occasion du dîner familial chez mes parents, mon oncle Otto me prend à part dans la cuisine pour me dire qu'il est fier de moi, que je tente de reconstruire quelque chose avec Valérie tout en posant des limites claires. Otto, c'est un peu le sage du clan, celui vers qui tout le monde se tourne pour avoir un conseil sur la vie ou les histoires de famille. Il me dit que pour lui, c'est ça, le vrai pardon. Il ne s'agit pas de faire comme si rien n'était arrivé, mais d'accepter d'avancer malgré ce qui s'est passé. Je lui confie que j'ai peur que Valérie retombe dans ses travers, et il me rappelle que les limites sont justement là pour ça. Je peux l'encourager sans pour autant me laisser blesser à nouveau. On retourne rejoindre le reste de la famille, et je croise le regard plein d'espoir de mes parents, comme s'ils n'osaient pas vraiment croire que tout va s'arranger entre nous. 6 mois passent, et me voilà invitée à un petit dîner de famille chez mes parents. Valérie est déjà là, elle aide maman à mettre le couvert, et tout de suite, on échange quelques mots sur une série télé qu'on aime bien toutes les deux. Ce n'est pas encore tout à fait naturel. Il y a parfois quelques maladresses, mais au moins, c'est sincère. Bien plus que ce qu'on n'a jamais su faire jusque-là. On s'installe tous à table, papa interroge Valérie sur son nouveau boulot, et elle lui répond franchement, sans chercher comme avant, à faire semblant que tout va parfaitement bien. Plus tard, alors qu'on aide à débarrasser, maman me prend discrètement à l'écart pour me souffler à quel point ça la rassure de nous voir rire et parler de nouveau ensemble, Valérie et moi. Je vois bien à quel point elle avait peur qu'on ne se reparle jamais après le désastre du mariage. Au fil de la soirée, je me surprends à apprécier vraiment la présence de Valérie, sans avoir besoin de faire comme si, à la trouver sincèrement drôle, intéressante et touchante. Au moment de partir, elle m'accompagne jusqu'à ma voiture et m'annonce qu'elle fait désormais du bénévolat dans une asso pour la santé mentale. Elle me raconte qu'elle partage maintenant son histoire lors des réunions, espérant aider d'autres à repérer les schémas toxiques avant qu'il ne soit trop tard. J'écoute, admirative, qu'elle ait trouvé la force de transformer le pire en un moyen de faire du bien autour d'elle, d'aider les autres à partir de ses propres blessures. Elle ajoute que c'est Madison qui lui a soufflé l'idée et que pour la première fois, ça lui semble naturel. Je lui dis que je trouve ça très courageux, elle me sourit, un sourire un peu différent, plus authentique. Une semaine plus tard, alors que je suis au boulot, mon téléphone vibre. Un message de Drew. Je n'ai plus eu de ses nouvelles depuis longtemps. Je m'interroge sur sa démarche. Il m'explique qu'il partage la vie de quelqu'un et que tout va bien, qu'il voulait me remercier pour mon soutien pendant les moments difficiles. Je lui réponds honnêtement que je suis heureuse pour lui et prends de ses nouvelles. Il m'appelle sur ma pause déjeuner. On parle une vingtaine de minutes de sa vie et de cette nouvelle rencontre. Il a l'air enfin apaisé, comme s'il avait su tourner la page sur toute l'histoire avec Valérie. Je lui raconte les efforts de Valérie, sa thérapie, son engagement associatif. Il me dit qu'il est content pour elle, mais qu'il n'est pas prêt, lui, à renouer le contact. Je comprends très bien et lui assure qu'il ne lui doit rien. Avant de raccrocher, il me souhaite de reconstruire quelque chose de solide avec ma sœur, que ce lien-là est précieux. Je reste encore un moment dans ma voiture, à réaliser à quel point c'est étrange qu'on soit devenus amis, Drew et moi, alors qu'on se connaissait à peine auparavant. L'épisode du mariage nous a rapprochés d'une manière un peu bizarre, tous les deux marqués par l'obsession de Valérie. Le soir, en préparant le dîner, je repense à tout ce qui s'est passé depuis 1 an. Ce mariage avorté a été un des épisodes les plus douloureux de ma vie. Voir ma sœur me blâmer devant tout le monde puis s'écrouler sous mes yeux. Mais avec le recul, ça m'a appris l'importance de poser des limites claires, de pardonner et de distinguer la différence entre soutenir quelqu'un et vraiment l'aider à grandir. J'ai compris qu'on ne peut pas résoudre les problèmes de santé mentale d'un proche en faisant l'autruche, ni en excusant tout. J'ai saisi que la vraie affection, c'est aussi savoir dire la vérité, même quand ça fait mal, et parfois, la plus grande preuve de bienveillance, c'est de laisser l'autre assumer les conséquences de ses choix. Valérie et moi, on n'aura jamais la relation de sœur idéale qu'on voit dans les films, mais on construit pas à pas quelque chose d'authentique. On apprend à se parler sans nos vieilles rancunes et nos rivalités d'enfance, c'est parfois maladroit, mais ça en vaut vraiment la peine. 1 an pile après ce fameux mariage qui n'a jamais eu lieu, Valérie m'envoie un message pour me proposer de partir en week-end, juste toutes les deux, sans personne d'autre, histoire, pour une fois, de se retrouver vraiment. Je ne vais pas mentir, ça me mettait un peu la pression, mais j'ai accepté, en me disant que si jamais l'ambiance tournait au vinaigre, rien ne m'empêchait de rentrer plus tôt. On a donc réservé un week-end spa dans un hôtel à 2 heures de chez nous, et on a pris la route un vendredi après-midi. Tout de suite, l'atmosphère était un peu tendue, le temps de prendre nos repères dans la chambre et de s'habituer à passer vraiment du temps ensemble. Mais dès le dîner, tout est devenu plus simple. La conversation s'enchaînait naturellement, on échangeait des anecdotes sur le boulot, nos amis, et tous ces petits riens qui font notre quotidien. Le lendemain, on s'est offert un massage,
On a traîné dans le jacuzzi. Et là, Valérie s'est ouverte sur ses séances de thérapie, bien plus que d'habitude. Elle a raconté tout ce qu'elle met en place pour comprendre sa peur de l'abandon et comment ça a pesé sur ses relations passées. Moi, j'ai parlé de ce sentiment d'être invisible qu'il a fallu dépasser et de la manière dont partir m'a permis de me trouver, de ne plus me résumer à la petite sœur de Valérie. On a passé des heures à papoter au bord de la piscine, à évoquer nos rêves pour l'avenir et notre envie de briser les schémas familiaux toxiques dans lesquels on a grandi. Valérie a avoué que l'idée de se remettre avec quelqu'un la rend anxieuse, parce qu'elle ne se fait pas confiance pour voir venir ses vieux automatismes obsessionnels. Je lui ai dit, c'est justement le but de la thérapie, t'aider à repérer quand ça recommence. Le dimanche matin, avant le départ, on s'est installé sur le balcon, café à la main, pour regarder le soleil se lever. Valérie m'a remercié de lui offrir une nouvelle chance, et je lui ai répondu, je suis contente de l'avoir fait, tu fais tellement d'efforts pour changer, ça se voit. Sur le chemin du retour, dimanche après-midi, la voiture chargée de soins et nos muscles complètement détendus, je me sentais réellement optimiste pour la suite entre nous. On a toutes les deux beaucoup avancé cette année, en bossant dur pour mieux se comprendre aussi bien soi-même que l'une l'autre. Le jour du mariage a été une vraie épreuve, difficile à vivre, et je ne souhaiterais ça à personne, mais ça nous a forcés à regarder en face ce qu'on fuyait depuis toujours. Valérie a dû affronter ses soucis de santé mentale et se décider à chercher de l'aide plutôt que de tout enfouir sous le tapis. Moi, j'ai dû apprendre à poser mes limites, à ne plus m'effacer juste pour éviter les conflits. Parfois, ce sont les pires moments de l'existence qui nous font le plus avancer. Et aujourd'hui, je me sens reconnaissante d'avoir eu le courage, toutes les deux, d'emprunter ce chemin vers la guérison. Notre relation gardera toujours les stigmates de ce qu'on a traversé. Mais ces cicatrices font partie de notre histoire. Elles sont là pour nous rappeler tout le chemin parcouru et tout ce qu'on a compris. J'ai monté le son de la radio, ouvert les fenêtres pour sentir l'air tiède, et un sourire s'est dessiné sur mon visage à l'idée de notre prochain café, le mois prochain, avec Valérie.